Un mot tout de même, général Dominique Delors, on le voit aujourd'hui, ces villes, alors bien sûr tout à l'heure je parlais de la région de Kharkiv, pas de la ville hein, de Kharkiv prise, mais on le voit en effet, c'est terrible ce sentiment à un moment de se dire on s'est libéré. Aujourd'hui, on va de nouveau se battre avec ce sentiment. On va en parler dans un instant. Volodymyr Zelensky dit on n'a plus le temps, il faut vraiment y aller, il faut nous aider maintenant. Oui, alors Zelensky a juste raison, il tape sur la cloche depuis déjà quelques semaines, hein, et puis les autres services de renseignement également. Je pense que tout le monde va être suspendu à la radio et à la télévision cet après-midi. Bien sûr. Ils attendent la fin de l'hiver, ils attendent le début du printemps, c'est-à-dire un vote qui leur soit favorable pour augmenter ce dont on parlait votre correspondant, c'est-à-dire les dotations, ne serait-ce qu'en munitions. Puisque là, entendre que des brigades n'ont plus de munitions, c'est une valeur opérationnelle qui frôle le zéro. Donc, face à la menace russe qui continue, hein, comme une marée qui monte doucement, là, ils ont besoin absolument d'avoir des munitions et d'avoir un véritable soutien. Ce qui montre d'ailleurs que la place déterminante des Américains dans le déroulement de ce conflit. C'est-à-dire que là, si les Américains ne viennent pas à l'aide en envoyant rapidement des munitions, des équipements, des armements, les Ukrainiens ne pourront pas tenir. C'est-à-dire que, à contrario, que les Européens, en dépit de tous leurs efforts, ne sont pas en mesure de suppléer la disparition de l'aide américaine. Alors ce soir, justement à partir de 18h, hein, l'Ukraine aura les yeux tournés vers Washington. L'aide américaine de 61 milliards repassera une nouvelle fois au Congrès, une aide qualifiée de vitale hein, par Volodymyr Zelensky, alors que l'armée ukrainienne, on vient de le dire, faute de munitions et de systèmes de défense antiaérienne, est à la peine face aux forces russes qui pilonnent toujours quotidiennement les villes et les infrastructures énergétiques du pays. On le voit, Aline Lebay-Kremer, enfin cette aide pourrait être débloquée. Ça fait des mois et des mois que l'on attend. Enfin, ça pourrait l'être. Ça veut dire aujourd'hui, un peu d'oxygène pour Kiev. Oui, le vote de cette nuit, parce qu'a priori tout ne sera pas réglé à 18h15 au regard de tout ce qui s'est passé avant en termes de tractation de couloirs, mais c'est à la fois une angoisse et un espoir absolu, c'est les deux en même temps. Donc oui, tout le monde retient son souffle, oui c'est crucial, oui se joue dans cette scène à la fois tragique et lunaire, mais c'est là que se joue l'avenir de l'Ukraine, oui. Donc il y a quelque chose d'immense qui se passe pour énormément de gens aujourd'hui. Hier soir, il y avait même presque un petit côté réveillon, j'ai envie de dire, dans les boucles ukrainiennes, un réveillon assez spécial. Mais oui, tout le monde est suspendu à ce qui va se dire, à ce qui va se jouer. Tout le monde va suivre, tout le monde. Voilà, il y a une attente immense, il y a une urgence immense. A priori, il ne s'agit pas que de l'Ukraine non plus, mais de toute l'architecture de sécurité européenne aussi. Oui, il faut des défenses, vous l'avez dit, artillerie, défense antiaérienne. Aviation. Effectivement, Volodymyr Zelensky a fait une longue intervention de 10 minutes au Conseil de l'OTAN. On va en parler dans un instant. Voilà, mais ça fait en effet des mois qu'on sait ce qui va se passer. Comme souvent d'ailleurs, j'ai envie de dire, depuis le début de la guerre, il se passe souvent ce que les Ukrainiens avaient dit qu'il se passerait. Personne n'a cru, puis qu'à la fin, ça se passe exactement comme ça. Parce que les premiers à avoir sonné l'alerte rouge absolue et claire alerte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel possible, ce sont les Ukrainiens en premier lieu. Si cette aide n'était pas accordée, oui, la situation en Ukraine serait de plus en plus le plus tragique. Maintenant, s'il y a happy end à l'américaine ce week-end, l'Ukraine, avec ses alliés, avec cette aide-là, ça c'est pour le côté espoir, parce que ça existe énormément. Vous demandiez si les gens voulaient toujours se battre, avaient toujours envie de libérer leur territoire. La réponse est massivement, à l'immense majorité des Ukrainiens, oui. Donc avec cette aide, tout est encore possible aussi. Donc c'est une situation, voilà, angoisse et espoir. J'imagine bien. Oui, prudence, pour citer l'ambassadrice, Oksana Markarova, l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, j'ai bien aimé la formule, une prudence optimiste. Ouais, c'est ça. Vincent Hugues, alors il faut dire aussi que cette aide,
en fait, est victime d'une chose, c'est la campagne présidentielle américaine. Parce que, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Alors, bien sûr, il y a des soutiens, peut-être parfois pro-russes, de certains élus américains, et notamment, on sait que Donald Trump, on va en parler dans un instant, a joué un peu tous les jeux à ce côté-là. Mais là, on est vraiment au cœur d'un enjeu, c'est tout simplement des républicains qui ne veulent pas donner une victoire à Joe Biden, une victoire législative à Joe Biden. Donc, aujourd'hui, Kiev, finalement, attend que ça se résoudre entre deux camps, républicains et démocrates. Que de temps perdu. Et toute la question est de savoir si il y a des retards qui se rattrapent ou pas. Il est clair que l'Ukraine est l'otage des bisbilles et des guérillas internes de la scène politique américaine. Alors il y a effectivement cette adversité que vous évoquez, démocrate contre républicain, mais il y a aussi une guérilla interne au parti républicain. C'est ça. Et d'ailleurs, au passage, il est intéressant d'essayer de décrypter la volte-face, en tout cas le glissement de Mike Johnson. Alors, qui est Mike Johnson ? Président républicain de la Chambre des représentants, qui très longtemps était debout sur les freins par rapport au déblocage de cette aile, qui a fini par être convaincu, mais qui le paye très cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est la cible du foyer le plus frénétique des Trumpistes à la Chambre, et il redoute de connaître la même destinée que son prédécesseur, Kevin McCarthy, qui lui est tombé là-dessus. Et vous avez un petit noyau de fous furieux et de folles furieuses qui, très explicitement, veulent sa peau et son fauteuil. Je citerai juste un personnage que peut-être nos téléspectateurs connaissent mal, et au fond, ils n'y perdent pas beaucoup. Elle s'appelle Marjorie Taylor Greene, c'est une élue de la Géorgie, donc républicaine, trumpiste démente. Et si un jour on décerne outre-Atlantique un Oscar du crétinisme politique, elle le méritera pour l'ensemble de son œuvre. Elle est complotiste, elle est antisémite, etc. On la voit actuellement à l'antenne, voilà, c'est la personne qui parle. Là, juste une petite anecdote, elle a proposé un amendement au texte qui sera discuté ce soir, qui contraindrait les élus qui votent en faveur de ce déverrouillage de l'aide à aller se battre sur le front au sein de l'armée ukrainienne, une sorte de conscription punitive. Les amendements, ils sont hallucinants. Ce à quoi un de ses collègues, un peu plus raisonnable a répondu en proposant lui un amendement qui fait qu'elle soit nommée officiellement envoyée spéciale permanente de Vladimir Poutine au Congrès des États-Unis. C'est ça, oui. Alors, juste un mot, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, Aurélien Duchesne, c'est... Alors, la vision, enfin, je dirais plutôt le parti de Donald Trump, ce qu'il a pris justement. Au départ, il ne voulait pas trop s'impliquer sur cette histoire, et voilà ce qu'il a déclaré sur son réseau, Truth Social. Comment se fait-il que les États-Unis aient engagé plus de 100 milliards de dollars dans la guerre en Ukraine, plus que l'Europe, alors qu'un océan nous sépare, donc il nous critique, il encourage ensuite à l'Europe, bouge-toi, l'Europe, c'est ce qu'il dit. Alors après, c'est assez étonnant parce qu'il y a eu un face-à-face avec Charles Michel, tout de même président du Conseil européen, qui a dit, en fait non, parce que nous on a plus d'argent engagé. L'Europe, c'est 143 milliards d'euros pour l'Ukraine, alors que les États-Unis, c'est 110 milliards. Est-ce que ça veut dire tout de même que Donald Trump, qui auparavant disait « moi, je vous règle la guerre en Ukraine en une après-midi sur un coin de table », ça veut dire que là, pour lui, ça devient quelque chose d'un enjeu plus sérieux ? Alors Donald Trump a deux narratifs qu'il emploie de manière assez alternative. C'est-à-dire que ce narratif-là de pousser l'Europe à se bouger, c'est ce qu'il nous avait ressorti quand, après ses propos qui avaient fait beaucoup parler, notamment en Europe centrale et orientale, où il disait qu'il dirait aux Russes « allez-y, envahissez les pays qui ne payent pas assez pour leur défense », Trump avait un peu rétropédalé en disant « ah, mais c'est une incitation à ce que les Européens partagent davantage l'ardoise ». Ça, il l'avait dit en réalité dès 2018-2019, quand il disait aux Allemands « je retire mes troupes d'Allemagne si vous n'êtes pas capable de payer l'addition ». Donc il a un peu ces deux narratifs. En fonction des meetings, il va dire « l'Ukraine n'est pas un vrai pays, on s'en fout, c'est pas d'autre problème, les Russes font ce qu'ils veulent ». Et à d'autres moments, il dit « je ne fais que pousser les Européens à payer leur juste part ». Ensuite, de manière plus large, quand on regarde en fait l'évolution de la position de Trump, qui explique aussi celle de beaucoup de républicains qui lui mangent dans la main, à commencer par Mike Johnson, Trump est quand même capable parfois de se recentrer, on l'a vu, je ne fais pas de hors-sujet, mais au sujet de l'avortement, on a vu qu'il a fait un virage à 180 degrés dernièrement, parce que Trump lit les sondages, il a vu que c'est pas... il peut taper sur tout ce qu'il veut, à l'extrême droite, l'avortement un peu moins, il peut parfois rétropédaler en fonction des sondages. Anne Becq-Rémer.
Oui, il y a quelque chose de... Déjà, cette bataille de chiffres, alors que quand même l'Ukraine demande très concrètement des systèmes, on sait très bien où ils sont, on sait très bien qu'il faudrait que quelques jours pour les amener. Donc finalement, les batailles de chiffres entre tout le monde à celui qui aura donné le plus. Non, est-ce que vous pourriez vous concentrer surtout sur la question de 7 missiles, 7 systèmes patriotes à rapatrier d'urgence. Mais quand même, pour souligner ce que vient de dire Aurélien sur la question des rétropédalages, en fait, c'est pas forcément mauvais signe pour l'Ukraine que finalement il cherche un bouc émissaire en expliquant finalement c'est pas nous, et d'un point de vue de jeu et de communication politique, ça veut peut-être dire, alors après peut-être trop optimiste, mais ça veut vraiment peut-être dire que se joue un mouvement pour ce soir qui va dans le sens enfin un vote pour l'Ukraine. Et je voulais souligner que Pete Ryder, porte-parole du Pentagone, a expliqué que, et c'est là aussi où réside un peu l'espoir, c'est qu'en quelques jours, parce qu'une partie de l'aide militaire dont il est question est déjà sur le sol européen très exactement, ça pourrait que prendre que quelques jours en fait à être enfin efficace et effectif en Ukraine.